bonsoir. Nous sommes encore une fois de retour sur notre plateau pour la poursuite de la sensibilisation pour la lutte contre la Covid-19 au Togo. Et ce soir, pour la séance de sensibilisation, nous sommes sur ce plateau avec deux invités. Nous avons d'abord le médecin commandant Malewe Kolou. Il est professeur agrégé en immunologie. Professeur Kolou, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Et vu que c'est notre première rencontre dans cette année 2022, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année. Merci. Bonne année à vous aussi et à tout le peuple togolais. Merci beaucoup. Et nous souhaitons que cette année 2022, Covid soit loin derrière nous pour que nous parlions d'autres choses. Vivement, vivement, pour que nous puissions nous occuper d'autres activités, pour que nous puissions fêter aisément. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Et nous avons également le secrétaire général du ministère en charge de la santé, le médecin de santé publique, Dr Kokou Otobe. Dr Otobe, bonsoir. Bonsoir, Anita. Et bonne et heureuse année à vous aussi. Bonne année à vous, bonne santé et plein réussite à vous. Merci beaucoup. Alors, nous sommes là encore une fois, nous sommes en 2022, nous poursuivons notre sensibilisation pour la lutte contre la maladie à coronavirus que nous souhaitons qu'elle soit loin derrière nous en cette année 2022 et toutes les actions sont menées à cet effet. Alors ce soir, et comme toujours, nous allons commencer par faire le point de la situation. Professeur Kolou, alors aujourd'hui, que peut-on dire quelle est la situation de la maladie dans notre pays? Merci, Madame Anita. Alors, pour la situation de la Covid-19 dans le pays ce jour, en tout cas à la date du 20 janvier 2022, nous avions 36 176 cas confirmés, dont 56 nouveaux cas dépistés hier. Il y avait 30 063 qui étaient donc guéris, ce qui nous restait 5 847 cas actifs. Et malheureusement, donc, 266 décès que nous avons déplorés depuis le début de cette pandémie. Alors, professeur, voilà la situation, voilà les chiffres, on va dire. Alors, et si on essayait d'analyser concrètement, est-ce qu'on va dire, parce que, disons, quelques semaines avant les fêtes de fin d'année, nous étions dans une nouvelle vague de contamination, on va dire une nouvelle vague de la maladie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que avec la situation, on est en train la courbe est en train de chuter, on est en train de retrouver la normale, parce qu'on voit que les guérisons sont plus élevées que les contaminations, les cas positifs. Alors, quelle analyse on peut avoir concrètement? Oui, en réalité, oui, nous pouvons dire qu'il y a une accalmie, presque une accalmie. Il y a vraiment de nouveaux cas, mais des nouveaux cas qui sont en petite proportion comparés aux guérisons, comme vous l'avez si bien dit. Et donc, on espère que progressivement, le nombre de cas actifs va baisser. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes à l'abri. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes à l'abri. C'était une flambée que nous avons connue, une flambée pas comme les autres. C'était une énorme flambée où nous avons eu jusqu'à plus de 700 cas par jour et nous n'avions jamais connu une vague pareille. Oui. Mais fort heureusement, il y a eu beaucoup de cas, mais il y a eu moins de dégâts comparativement aux autres flambées, par exemple à la flambée que nous avons connue à la même période l'année dernière. Et donc, il y a sûrement des raisons pour ça, mais certes, on peut se frotter un peu les mains, mais on ne doit pas baisser en vigilance. Voilà. Parce que nous avons déjà vu ça, où nous connaissons des périodes d'accalmie et très brusquement, on revoit les cas remonter. Et vous voyez que c'est trop souvent lié à l'arrivée de nouveaux variants. Cette fois-ci, c'était le variant Omicron. Et entre-temps, nous avons connu le Delta. Et donc, on doit toujours rester vigilant. Parce qu'il n'est pas exclu que de nouveaux variants arrivent
connaît de nouvelles flambées également. D'accord. Alors, docteur Otobé, on va dire que on est en train de vouloir pousser un ouf de soulagement, mais dites-nous, quel bilan on peut dresser des fêtes de fin d'année? Est-ce que la situation, si on doit comparer par exemple la fin d'année de 2021 à la fin d'année de 2020 pour entrer en 2021, alors est-ce qu'on va dire que cette année elle a été plus dramatique ou moins dramatique que l'année dernière? Oui, disons que si on veut comparer la fin de 2021 à celle de 2020, celle de 2021 était plus dramatique. Nous avons eu une flambée fulgurante. Le professeur Kolou l'a expliqué tout à l'heure. À la fin de l'année, on avait, au cours du mois de décembre, on a plus de 4500 cas, ce qui n'était pas le cas en décembre 2020, qui était le début de la vague. Et donc, durant les 2 premières semaines du mois de janvier, par exemple, nous avons plus de 5000 cas. Bien que nous ayons franchi le pic, je fais ce parallèle pour que nous comprenions que, bien que nous soyons dans une phase de baisse de cette vague, les chiffres sont là. Nous avons eu 13 décès pendant les 2 premières semaines du mois de janvier. Et donc, la vague a été très forte, mais l'évolution a été plutôt favorable au regard de la charge qu'il y a au niveau des hôpitaux aussi. Si la semaine dernière, par exemple, nous avions 34 patients hospitalisés au CHR à Lomé Commune. Et pour cette semaine en cours, à la date d'hier, nous avons 19 patients hospitalisés, dont 3 dans un état critique, 5 cas sévères et puis 11 cas modérés. Dans les autres centres de traitement dans le pays, au CHP, au centre hospitalier préfectoral de Palimé, par exemple, c'est un seul cas qui est hospitalisé. À Akara, c'est 2 cas. À Dapaon, il y a 3 cas. Donc, c'est dire que cette vague, bien qu'elle ait été très forte, certains facteurs quand même expliquent l'évolution favorable que nous connaissons. Il y a d'abord le variant Omicron en lui-même qui donne des formes beaucoup peu graves, des formes peu graves. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisation, mais aussi les actions menées sur le terrain. Il y a les actions, les mesures prises par le gouvernement pour encadrer les fêtes de fin d'année. Mais la campagne de vaccination accélérée que nous avons eue durant la période du 22 novembre au 20 décembre, qui a permis de vacciner près de 850 000 personnes, y ont beaucoup contribué aussi le bon comportement de la population pour respecter les mesures prises durant cette période-là. C'est ce que je peux dire sur le bilan de la période de fin d'année et début d'année pour cette troisième vague que nous sommes en train de connaître. Voilà. Alors, merci beaucoup, docteur Wotobé, pour, disons, ces explications. Alors, professeur Kolou, je reviens vers vous. Alors, c'est vrai que docteur Wotobé l'a évoqué tout à l'heure, dès l'apparition du variant Omicron, disons que toutes ces informations nous sont arrivées pour nous faire comprendre que Omicron serait moins virulent que Delta. Mais, professeur, ces dernières semaines, on va dire, on note ces cas de décès dans notre pays. La semaine dernière, on a eu 4 décès, après 2, après 1. Cette semaine, on a eu 1 décès, après 2 hier. Alors, expliquez-nous, quand on dit que c'est moins virulent et qu'on a toujours des décès, est-ce que ce n'est pas contradictoire? Alors, merci, ce n'est pas tout à fait contradictoire. Okay. On dit que le Omicron, il est moins virulent, mais on n'a jamais dit qu'il est totalement inoffensif. Il provoque quand même la maladie, mais très souvent, donc, une maladie modérée. Et pourtant, vous savez que lorsque les gens sont porteurs d'une comorbidité, une maladie qui les rend beaucoup plus fragiles, avec des moyens de défense affaiblis, ces personnes-là, même si elles développent une forme a priori modérée, eh bien, leur état de santé initial va faire qu'ils vont rapidement
avoir des complications liées à la maladie qu'ils portaient avant de rentrer en contact avec le virus. Et donc, ce sont ces complications-là qui peuvent amener au décès, alors que la même manifestation chez une personne qui est bien portante ne va pas amener jusqu'à une forme grave, voire un décès. Et au-delà de ça, beaucoup de personnes qui décèdent aussi sont des personnes qui ne sont pas vaccinées, donc qui n'ont pas des moyens de défense acquis par vaccination pour les protéger, pour atténuer la forme de la maladie. Puisque vous savez que la vaccination, même si elle ne va pas empêcher totalement la contamination, elle permet quand même, une fois qu'on est contaminé, de ne pas développer des formes graves de la maladie. Donc, d'où l'intérêt de se vacciner pour que, si on contracte quand même le virus, qu'on ait eu une base en matière de défense pour réduire, atténuer les manifestations de la maladie. Okay. Puisqu'on mesure justement les formes graves du Covid-19 sur deux paramètres. C'est le nombre de personnes hospitalisées par rapport au nombre de cas confirmés et le nombre de décès qui surviennent aussi, puisque c'est les formes graves à critiques qu'on hospitalise le plus souvent. Et c'est elles qui sont susceptibles aussi de pouvoir conduire au décès. Donc, comme le SG l'a dit tout à l'heure, l'année dernière, on n'a pas connu autant de cas à la fin de l'année. Pourtant, nos hôpitaux étaient débordés à cette époque. Les CHA étaient débordés, les malades étaient dans des cliniques. On ne trouvait pas de la place pour eux. On a eu plus de cas graves. Et aujourd'hui, on peut dire que oui, le Omicron en lui-même fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de formes graves qui vont nécessiter l'hospitalisation. Mais il se propage très vite. Pardon? Mais il se transmet très vite. Il se transmet très vite. Beaucoup de cas confirmés, mais très peu vont aller en hospitalisation. Et au-delà, il y a également le fait qu'un certain pourcentage de la population est vaccinée, et donc les personnes vaccinées qui contractent le virus vont développer plus difficilement des formes graves. Donc, quand vous voyez les statistiques, les personnes décédées, il y a beaucoup plus de personnes non vaccinées que des personnes qui sont vaccinées. D'accord. Ouais. Alors, docteur Otobé, si on prend le cas des personnes, disons, testées positives, est-ce qu'il y a plus de cas, on va dire asymptomatiques, mais de personnes, disons, jugées cas contact, ou tout ce nombre qu'on a pu dépister, ce sont des personnes qui ont présenté des signes de la maladie et qui se sont fait dépister? Oui, la majorité des cas positifs aujourd'hui, c'est les cas communautaires, comme nous disons, hein, c'est les personnes dépistées, donc qui ont des signes, qui sont des signes suspects de la maladie, qui ont été testés, qui sont positifs. Et au-delà de ça, il y a des personnes qui sont des voyageurs au départ. C'est le deuxième groupe le plus élevé, parmi lesquels on a des personnes positives. Après, c'est les personnes contacts des cas positifs qui sont aussi contaminés. C'est ce que je peux dire sur cette question précise. Oui, professeur. Oui, je pense que pour abonder dans le même sens que le SG, le fait qu'il y a beaucoup qui ne font pas de symptômes, qu'il y a beaucoup de cas asymptomatiques parce que, bon, soit vaccinés ou bien parce que c'est le Omicron, il n'est pas trop virulent. Et moi qui, personnellement, suis chargé de faire des tests, par exemple, pour les voyageurs, nous nous retrouvons très souvent en difficulté avec les voyageurs parce qu'ils se disent ils ne croient pas. Je suis en bonne santé, je n'ai pas de symptômes. Et puis, professeur Kolou me dit que je suis positif. Voilà, vous êtes positif. Bon, et surtout, beaucoup sont des voyageurs qui sont revenus pour la fête de fin d'année. Et ils doivent repartir. Ils étaient testés négatifs avant d'arriver.
et au moment de partir, ils sont testés positifs. Vous donc, voulez les garder au pays, en fait. Voilà, ce sont les réglementations, règlements sanitaires internationaux qui exigent de ne pas voyager avec un test positif. Donc, nous, on est obligé de suivre. D'appliquer. Mais c'était assez difficile à gérer. Heureusement, bon, ce qu'on a constaté aussi, c'est que lorsque les gens sont vaccinés, au lieu d'attendre 10, 14, 3 semaines comme par le passé pour pouvoir être débarrassé du virus, ils se débarrassent aussi très rapidement du virus. Parfois même pas besoin d'un quelconque traitement. Leur organisme se charge d'éliminer le virus et ils vont être testés négatifs quelques jours après. Et ils vont pouvoir voyager. C'est là aussi l'intérêt de la vaccination. Voilà. Et justement, pour peut-être nous appesantir un peu sur cet exemple, professeur Kouf, dites-nous, comment vous arrivez à peut-être gérer ces cas-là? Parce que quelqu'un qui arrive en bonne santé, on le déclare négatif, il fait ce qu'il a à faire, il est à 2 jours de son départ, et puis vous lui annoncez qu'il est... Bon, les tests prouvent qu'il est positif et la personne, elle réagit violemment, elle n'accepte pas. Alors, par quelle, stratégie vous arrivez à faire accepter à la personne qu'elle est, voilà, le test, les résultats du test, et elles doivent suivre peut-être un traitement sur une durée donnée pour revenir à refaire un test? Oui, vous savez, c'est toujours difficile. Hein? C'est toujours difficile. Quand bien même les gens ils comprennent, ils sont aussi conscients. Pour certaines personnes, et ils se rappellent au moment où on les teste positifs que oui, c'est vrai que depuis 2 jours, j'ai un petit rhume. Voilà, de rien du tout quand même. Voilà, il y en a qui vous disent non, c'était juste un palu. Donc, on arrive à leur faire comprendre quand même que certainement que comme ils sont vaccinés pour la plupart, c'est pour ça qu'ils ne ressentent pas des formes graves, donc des symptômes vraiment qui vont les clouer au lit. Et néanmoins, bon, compte tenu donc, de la réglementation, ils sont obligés donc d'attendre ou de se faire soigner pour avoir donc un test négatif avant de repartir. Et on leur explique aussi que les compagnies aériennes ont été sensibilisées pour ne pas ajouter des frais de, comment on les appelle, les retards et... Voilà, lorsqu'ils ne prennent pas leur vol, il n'y a pas de pénalité. De pénalité sur le coût donc, du billet. Juste après, ils peuvent... Voilà, la compagnie aérienne va reporter leur voyage. Avec leurs résultats de test, ils pourront envoyer à leur employeur là où ils sont. Les employeurs aussi savent. Comprennent que... Quand on a un test positif, on ne peut pas voyager. Donc, ils ne risquent pas grand-chose. Pas de licenciement une fois rentrés. Pour absence au travail. Donc tout ça, c'est de les rassurer quand même un petit peu et on arrive finalement à gérer la situation comme ça. Bon, quoi qu'on dise, c'est que sans test négatif, ils ne pourront pas voyager. Malheureusement. Malheureusement, donc la situation est là. Alors, docteur Otobé, face à, disons, cette situation, les cas positifs qu'on a eu à dépister, à détecter et qu'on n'a pas eu, on va dire, la plupart n'ont pas fait de forme grave et tout. Alors, pour leur traitement, comment cela s'est fait? Il y a eu plus de traitements de personnes restées chez elles en quarantaine qu'on a eu à suivre. Comment cela s'est passé? Merci beaucoup, Anita. Pour les personnes confirmées positives et qui ont des formes légères, le traitement se fait à domicile. Il y a les équipes au niveau de chaque district sanitaire, les équipes d'intervention rapide, les équipes de suivi qui prennent contact avec les personnes positives et leur donnent le traitement. Ils font un suivi de ce traitement jusqu'à guérison. Et durant la période impartie, ils refont le test, contrôlent. Si la personne élimine le virus, il est déclaré guéri. D'accord. Et docteur Otobé, est-ce que, durant cette période de traitement, est-ce que tous les patients étaient disciplinés, on va dire? Parce que au tout début de la pandémie, lorsqu'on nous a parlé de ces
de ces cas asymptomatiques qu'on devait traiter à domicile, on s'est rendu compte que certains ne respectaient pas trop, ils ont continué par vivre, sortir, rencontrer les gens. Alors, est-ce que cette fois-ci, la discipline était au rendez-vous? Oui, comparé à la première et deuxième vague, avec cette troisième vague, avec l'expérience, les leçons apprises des différentes vagues, les personnes comprennent, nos concitoyens comprennent le bien fondé pour eux de bien suivre le traitement, pour eux-mêmes ne pas arriver à une forme de complication, ou bien pour protéger leurs proches de cette maladie-là. Les gens respectent les conseils de traitement que nous leur donnons. D'accord. Alors, nous allons évoquer justement l'autre aspect de la lutte contre la maladie, c'est-à-dire la vaccination. Alors, Dr Otobé, comme vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé, à coup sûr, vous avez plus de statistiques à nous fournir, même si vous ne nous donnez pas les chiffres exacts. Alors, que peut-on dire aujourd'hui? Où en est-on avec la vaccination au Togo? Oui, la vaccination dans notre pays se poursuit. Et à la date du 20 janvier 2022, nous avons près de 1 600 000 Togolais qui ont reçu la première dose de vaccin anti-Covid. Et plus de 1 million sont complètement vaccinés. Et 24 000 personnes ont déjà reçu leur dose de rappel. Et ça, c'est une très bonne performance pour notre pays. Et je salue et exprime ma gratitude pour les plus hautes autorités de notre pays qui ont fourni d'importants efforts pour mobiliser ces doses de vaccins pour protéger notre population. D'accord. Mais professeur, docteur, je reste avec vous. Alors dites-nous, est-ce que, c'est vrai qu'à un moment donné, on nous a dit que ce n'est plus la grande affluence dans les vaccinodromes. Est-ce que ces dernières semaines, la tendance a changé avec, sur la décision du rappel de vaccins, troisième dose pour les vaccins à double dose, et puis deuxième dose de rappel pour les vaccins à une seule dose. Alors, est-ce que l'affluence, ou bien les Togolais sont revenus en nombre dans les vaccinodromes? Merci beaucoup, Anita. Il faut dire que la vaccination a baissé, mais se poursuit chaque jour. Nous avons en moyenne 6 000 personnes vaccinées chaque jour. Et cette hésitation à se vacciner se constate sur le terrain. Et cela s'explique par les fausses rumeurs qui sont répandues sur les réseaux sociaux. Et moi, je voudrais ici rassurer nos concitoyens que la vaccination, c'est la meilleure arme dont nous disposons aujourd'hui pour lutter contre la Covid-19. Et donc, nous les invitons à se vacciner. Tout à l'heure, les chiffres que nous avons donnés pour les décès, c'est essentiellement parmi les personnes non vaccinées. Cela appelle à ce que chacun prenne sa responsabilité pour aller se vacciner, pour se protéger contre la Covid-19. C'est ce que je peux dire sur cette question. Merci beaucoup, Dr Otobé. Alors, professeur Koulou, vous êtes professeur en immunologie, justement. Alors, nous allons parler, peut-être rappeler encore une fois l'effet du vaccin sur l'organisme. Et alors, qu'est-ce que le vaccin fait concrètement? On comprend que ce sont les personnes non vaccinées qui font qui font des cas graves et qui décèdent malheureusement. Alors, que fait le vaccin dans notre corps? Comment le vaccin arrive à nous protéger contre la Covid-19? Oui, alors le vaccin, en fait, c'est un bout du microbe qu'on va aller administrer à une personne qui n'est pas malade dans le but de la préparer. Donc, le vaccin va entraîner l'organisme, entraîner nos cellules, nos anticorps. Donc, c'est les soldats qui sont dans notre sang, qui circulent pour nous protéger contre différents microbes. Ici, il s'agit d'un bout du coronavirus qu'on prend. Et le coronavirus, pour provoquer la maladie, il a besoin de rentrer dans l'organisme en entier. Ici, on va donner juste une partie qui n'est pas infectieuse, qui ne peut pas provoquer la maladie chez le sujet vacciné. Pourtant, elle va permettre à nos cellules de s'entraîner,
d'apprendre à lutter contre le coronavirus, puisque le vaccin, quand il arrive dans l'organisme, les cellules de notre organisme qui nous défendent, nos globules blancs, vont penser qu'il s'agit en fait du virus. Voilà. Et ils vont s'apprêter, ils vont s'entraîner, ils vont être aguerris et ils vont attendre le jour où le vrai coronavirus arrive dans notre organisme. Ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts. Et ils vont le bouter dehors. Ou bien même s'ils ne le boutent pas dehors, c'est-à-dire qu'on est contaminé quand même, ils l'empêchent de pouvoir faire son effet. Donc, d'où l'éviction des formes graves de la maladie. Donc, on ne doit pas avoir peur des vaccins. La preuve, c'est que ces vaccins ont déjà prouvé leur efficacité dans beaucoup de pays, différentes sortes de vaccins. Et à chaque fois, on a vu que certes, il y a des effets secondaires, mais ces effets secondaires ne signifient tout simplement que le vaccin est actif. Quand nos cellules sont en train de s'apprêter, de lutter contre le bout du microbe du vaccin comme si c'était le virus, on va le ressentir. Il doit avoir des manifestations. Ça va faire du bruit dans l'organisme. Donc, c'est pour ça qu'on a des effets secondaires. Et moi, je dis toujours en souriant que lorsque j'entends, je vois une personne faire des effets secondaires, je suis content. Voilà. Je me dis que le vaccin fait son travail. Et seulement, que son organisme aussi réagit. Voilà, il ne faut pas que les effets secondaires soient assez longs dans le temps et surtout trop forts pour vraiment l'abattre au point qu'il devienne aussi un malade. C'est surtout ça. Mais quand on fait un peu de fièvre, on fait un peu de courbature, ça veut dire que le vaccin est en train de faire son travail et ça ne va pas durer 24, 48 heures. Et c'est fini. Et on est aguerri. Au lieu d'aller se coucher au CHR Lomé Commune pendant des semaines et même ne pas être sûr d'en ressortir vivant. D'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup, professeur, pour, disons, ce cours sur le vaccin. Alors, professeur, si le vaccin fait cela et nous protège, alors dites-nous pourquoi il nécessite une dose de rappel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme pour qu'on puisse nécessiter une dose de rappel? Oui, justement, comme on l'a dit, nos cellules, ils s'aguerrissent et ils sont prêts pour lutter. Vous savez, nos globules blancs, on en fabrique tous les jours. Les vieilles cellules qui ont déjà fait le combat contre d'autres maladies vont mourir et de nouvelles cellules vont être fabriquées. Donc, au bout d'un moment, les cellules qui ont été aguerries à la lutte contre le coronavirus, leur nombre va diminuer. Donc, notre capacité de répondre correctement aussi baisse. C'est là où on va les réveiller en apportant encore une dose. Ceux qui avaient été entraînés vont se mettre en jeu et ils vont se multiplier. Les nouveaux qui avaient été aussi fabriqués vont aussi rentrer en jeu. Et finalement, on va remonter le niveau de la protection. C'est ça l'objectif de la dose de rappel. Et ce n'est pas particulier à la vaccination contre le coronavirus. Puisque les enfants, quand on les vaccine, on vous dit à 6 semaines, on fait une dose. 10 semaines, on fait une dose, 14 semaines, on fait une dose. Voilà, des rappels. Et après, on vous dira, bon, peut-être dans 5 ans, il faut en refaire, ainsi de suite. Tout dépend de chaque vaccin. Et en fonction des études qui sont faites, on va pouvoir déterminer à quel moment on va pouvoir faire la dose de rappel. Sauf que pour le vaccin contre le coronavirus, comme c'est nouveau, personne ne pouvait prédire au moment où les vaccins arrivaient sur le marché, après combien de temps il faudrait faire la dose de rappel. Donc, il n'y a que le suivi des personnes vaccinées qui va permettre de dire à ce moment-là, voilà, le niveau baisse. Voilà, il faut de semaines ou de mois. Voilà. Il faut faire un rappel. Faire un rappel. Donc, on a encore à apprendre et il ne faut pas se dire que
C'est parce que donc on ne savait pas, c'est Donc, parce si on qu'on ne n'est sait pas sûr donc des voilà, vaccins. on va à tâtons, donc ce n'est pas, on n'est Voilà. pas rassuré d'aller prendre si Non, c'est comme ça. pas du tout. N'oubliez pas qu'avant de faire les vaccins à tout le monde, on a fait des études chez les personnes saines volontaires. Ces personnes sont toujours en train d'être suivies. Et on continue aussi les essais chez elles avant aussi d'élargir à la population générale. D'accord. Donc il y a des éléments d'assurance pour qu'on ne fasse pas des dégâts chez la grande population. Voilà. Alors, docteur Otobé, suivant ce que le professeur Koulou a dit, donc, on va dire on ne sait pas si après cette dose de vaccin, on aura encore besoin d'une autre dose de vaccin, une dose de rappel. On ne sait pas pour le moment. Pour le moment, on ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, le professeur Koulou l'a dit tout à l'heure, rappelez que les vaccins contre la Covid sont efficaces. Et d'ailleurs, dans le monde, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 9 milliards de doses qui ont été administrées. Au Togo, par exemple, ont déjà administré plus de 2 500 000 doses. C'est la preuve que ce vaccin s'utilise et est efficace et ce n'est pas... C'est tombé dans la routine, on l'utilise, c'est assez largement utilisé aujourd'hui pour assurer la population. D'accord. Alors, docteur Otobé, au niveau du ministère de la Santé, par rapport à la vaccination, justement, et disons à cette réticence de certains Togolais, est-ce que des mesures sont prises? Il y a des dispositions qui sont prises peut-être pour... des sensibilisations, des rencontres d'explications, d'échanges avec la population, justement, pour l'amener à cerner l'importance de la vaccination. Oui, nous le faisons. C'est la sensibilisation que nous faisons vis-à-vis des populations. Durant la dernière campagne accélérée que nous avons faite, il y a eu des dialogues communautaires. Nous allons auprès des populations pour expliquer avec l'aide des leaders communautaires, expliquer le bien fondé de se faire vacciner et le bénéfice que nous tirons, chacun tire de cette vaccination. Et cela a porté ses fruits. Nous continuons cet effort de sensibilisation pour que chacun arrive à accepter la vaccination. D'accord. Et docteur Otobé, si on évoquait peut-être disons les statistiques ou bien la proportion, on va dire. Alors, si on prend le Togo subdivisé en plusieurs régions, bon, on ne va pas essayer d'élire la région qui est la mieux vaccinée, mais est-ce que, parce que selon les informations, la tendance serait que les populations de l'intérieur acceptent plus de se faire vacciner que les populations de Lomé. Est-ce que c'est vrai? Oui, la question, ce que je peux dire, on a noté quand même une adhésion plus forte à l'intérieur du pays. Okay. En termes de chiffres, de nombre de personnes vaccinées, Lomé vient en tête, suivi de la région de la Kara et Savane. Okay. Donc, c'est pour donner une idée de l'acceptation de la vaccination à l'intérieur du pays. Ça, il faut que nous comprenions les images ou bien les chiffres que nous donnons, c'est pour éclairer l'opinion. Voilà. Que, certes, il y a beaucoup de formes non graves, mais les décès, la COVID-19 cause des décès, et ces décès surviennent chez les personnes vaccinées. Cela interpelle pour que chacun se décide à se faire vacciner pour ne pas pour ne pas mourir alors que les vaccins sont disponibles dans le pays. Merci. Voilà. Et professeur Okoulou, est-ce qu'on pourrait peut-être comprendre cette adhésion rapide des populations, hors de Lomé, que cette réticence-là au niveau de ceux qui sont à Lomé? Oui, je pourrais dire que c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Et vous savez que le canal le mieux utilisé par les anti-vaccins, c'est le WhatsApp. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et nous savons qu'à Lomé, la plupart des personnes possèdent un téléphone Android pour pouvoir recevoir les informations, parmi lesquelles on s'intéresse beaucoup plus souvent aux fausses informations, parce qu'elles sont données avec une certaine ardeur
qui attire l'attention de celui qui suit, alors que les bonnes informations sont un peu plus soft, plus cachées. Et à l'intérieur du pays, bon, je dirais non seulement il y a beaucoup qui ne vont pas comprendre clairement ce qui est dit au niveau des réseaux sociaux, là, mais il y a beaucoup aussi qui n'ont pas forcément accès à ces réseaux sociaux pour pouvoir être désinformés. Si bien qu'à l'intérieur, beaucoup vont se fier justement à l'information qui leur est apportée par les agents de santé et qui est la bonne information. Donc, ils arrivent à adhérer plus facilement que les personnes qui sont dans le Grand Lomé. C'est ce que moi, je peux donner comme explication à mon avis sur cette différence. Voilà. Alors, et professeur, disons que depuis la semaine dernière, le gouvernement a décidé également d'élargir la cible vaccinale aux élèves et aux personnes de 12 ans et plus. Alors, bon, c'est vrai que vous avez expliqué un peu ce que fait le vaccin dans l'organisme, mais pourquoi faut-il vacciner les plus jeunes, les enfants aujourd'hui? Merci beaucoup. Alors, disons que ce n'est pas le Togo qui commence par envisager donc, la vaccination des plus jeunes. Il y a beaucoup de pays, notamment les pays européens, qui sont déjà bien avancés dans cette aventure, y compris certains pays africains aussi qui sont aussi engagés dans le même sens. Alors, l'objectif principal pour vacciner, qui pousse à vacciner les moins de 18 ans et les plus de 12 ans, c'est de pouvoir casser la circulation du virus. Pouvoir casser la circulation du virus, parce que nous savons que les enfants sont souvent des porteurs du virus qui sont asymptomatiques. Ils ont un bon système immunitaire, ils ont très peu de comorbidités, donc ils manifestent difficilement aussi la maladie. Donc, ils vont être porteurs du virus. Généralement, on ne sait pas qu'ils sont porteurs du virus. Ils vont se le partager au niveau des écoles et ils vont en donner aux enseignants. Et puis, chez eux-mêmes, à la maison, ils vont être aussi la source d'infection des parents et des grands-parents qui ont des comorbidités, des grands-parents qui, même craignant de sortir chez eux, c'est les petits qui vont apporter le virus et ils vont tomber malades et risquer même donc de mourir. Et donc, si on casse la circulation du virus chez les plus jeunes, ça permettra aussi de protéger les adultes que nous sommes. Donc, c'est ce qui motive de vacciner les enfants. Et surtout, on a pris le soin de s'assurer que le vaccin ne sera pas dangereux pour cette cible-là. C'est avant d'y aller. Il y a des données fiables qui prouvent que les enfants y réagissent bien, donc les vaccins sont efficaces. Ils ont aussi des effets secondaires, mais c'est des effets secondaires acceptables. Et en même temps, le vaccin n'est pas plus toxique aussi pour les enfants. Donc, on peut les vacciner avec aisance, avec sécurité. Voilà. Alors, docteur Otobé, face à cette décision-là, quelles sont les dispositions? La vaccination des enfants n'a pas encore commencé. La vaccination des enfants n'a pas encore commencé, mais les dispositions sont prises suite à cette mesure prise par le gouvernement. Les deux ministres en charge de la santé et des enseignements se sont concertés. Les instructions ont été données aux directeurs régionaux de l'éducation, aux directeurs régionaux de la santé. Déjà, au niveau de notre secteur, les directeurs régionaux de la santé ont eu des séances de travail avec les directeurs régionaux de l'éducation. Et nous avons aussi donné des instructions pour que les directeurs préfectoraux de la santé puissent prendre contact avec les inspecteurs pour commencer la sensibilisation du personnel enseignant et des élèves. Après, et aussi, ils devront sensibiliser les associations de parents d'élèves avant de passer dans une seconde étape à la phase de vaccination. Donc, docteur Tobé, si on comprend, c'est-à-dire ces enfants qui se feront vacciner auront au préalable l'autorisation de leurs parents.
Ce que nous faisons, le professeur Cole l'a expliqué tout à l'heure, c'est des vaccins sûrs. Et nous ne sommes pas le premier pays à le faire. Beaucoup de pays ont largement vacciné cette cible-là. Et donc, c'est essentiel aujourd'hui de protéger ce groupe. Si on arrive à vacciner les adolescents, il y a un grand bénéfice pour eux-mêmes, mais pour leurs parents et les communautés auxquelles ils appartiennent. Et cela est essentiel pour arriver au contrôle de l'épidémie. D'accord. Docteur Otobé, je pose la question parce que après, l'annonce de cette décision du gouvernement, on a entendu certains parents qui ont dit nous n'allons pas autoriser cela, nous acceptons, nous, peut-être adultes, d'être des cobayes, entre griffes, pour ce vaccin, mais nous ne permettrons pas que nos enfants se fassent vacciner. Donc, c'est pour cela que je pose la question de savoir, est-ce qu'il faudra avoir la bénédiction des parents avant de vacciner les enfants? Oui, c'est pour ça que nous allons vers les associations de parents d'élèves pour expliquer la raison d'être de la vaccination chez les personnes, les élèves et les personnes âgées de 12 ans et plus. Et cela, c'est pour les rassurer que ces vaccins sont sûrs et efficaces. Et c'est dans l'intérêt de leurs enfants et dans leur propre intérêt que les enfants, les personnes âgées de 12 ans et plus soient vaccinées. D'accord. Docteur, je reste toujours avec vous. Vous êtes le secrétaire général du ministère de la Santé. Alors, par rapport à cela, c'est vrai que la vaccination, elle n'est pas obligatoire, mais certains parents, malheureusement, justement, sont parmi ces anti-vax. Alors, s'il arrivait qu'un parent refuse à son enfant de se faire vacciner, est-ce que on envisage déjà des stratégies pour convaincre ces parents-là ou ces enfants qui ne seront pas vaccinés, quel sera leur sort? Oui, pour le moment, une décision est prise, mais nous recommandons vivement que les enfants soient vaccinés pour qu'ils ne soient pas... ils ne sont pas victimes, ils ne souffrent pas demain de Covid et pour qu'ils ne soient pas source de maladie pour leurs camarades. Nous recommandons vivement la vaccination chez les élèves de 12 ans et plus. D'accord. Alors, nous croisons les doigts et nous souhaitons, disons, bon vent justement à cette nouvelle phase de vaccination justement des plus jeunes. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais avant de vous laisser repartir, nous allons faire le tour de plateau pour recueillir vos derniers conseils. Alors, professeur Koulou, je vais commencer avec vous. Alors, que dire à la population aujourd'hui, peut-être face à cette décision de vacciner les plus jeunes et à la dose de rappel également? Alors, que faut-il dire à la population aujourd'hui? Merci, Madame Anita. Alors, tout ce que nous pourrons dire à notre population, à nos parents, c'est d'avoir confiance en la science et que tout ce qui se fait aujourd'hui est contrôlé. Avant d'administrer un produit dans un organisme vivant, il y a des étapes rigoureuses qui sont suivies et les vaccins contre la Covid n'ont pas dérogé donc, à cette règle. Donc qu'ils soient rassurés, que la population elle-même continue à adhérer à la vaccination en allant prendre qui sa première dose, qui sa deuxième dose ou sa dose de rappel, parce que c'est comme ça qu'on peut renforcer ce que nous avons déjà acquis. Alors, pour les enfants, c'est pareil. Vous avez déjà expliqué, il y a des garanties pour pouvoir rassurer donc la population et permettre à ce qu'on ne soit pas amené à fermer les salles de classe, à ne pas empêcher les examens de se dérouler, que les enfants puissent se vacciner. Et donc, c'est aux parents d'adhérer à la sensibilisation dont a parlé le SG pour qu'on puisse réellement briser la chaîne de transmission du virus. Donc, au-delà de tout ça, je voudrais aussi rappeler que les mesures barrières restent toujours de rigueur. Voilà, qu'on puisse atteindre vraiment l'immunité collective avant de penser éventuellement à nous libérer. Et comme nous avons une grande population d'adolescents,
pour pouvoir atteindre cette immunité collective, il faut que ces adolescents aussi puissent rentrer dans le groupe des vaccinés. C'est ça qui permettra de pouvoir mettre donc fin à l'épidémie de Covid-19. Covid-19 qui n'a que trop duré, professeur. Voilà, merci beaucoup, le médecin-colonel Malewe Kolu. Je rappelle donc que vous êtes... J'ai dit Amine. Merci beaucoup. C'est le souhait, c'est le plus grand souhait de tous nos professionnels de la santé sur notre plateau et nous le souhaitons vivement. Alors, professeur Kolu, je rappelle donc que vous êtes professeur agrégé en immunologie et merci donc pour, disons, ces cours d'immunologie que vous nous avez fait découvrir durant ce débat. Alors, le docteur Otobé, avant votre mot de fin, il faut rappeler également cette nouvelle dose de vaccin Johnson & Johnson que le Togo a reçu hier et qui sont déjà disponibles dans les vaccinodromes, docteur. Oui, les vaccins sont disponibles dans le pays et les doses de Johnson & Johnson sont disponibles. Nous appelons nos concitoyens à aller pour se faire vacciner. D'accord. Et un dernier message à l'endroit des populations? Mon message pour mes concitoyens, c'est allez vous faire vacciner, faites vacciner vos parents et vos proches, continuez par respecter les mesures barrières, le port de masque, le lavage régulier des mains à l'eau au savon, et le respect de la distanciation physique, ainsi que toutes les mesures que le gouvernement prendra pour contrôler la maladie. C'est la seule voie pour nous aujourd'hui pour éteindre cette épidémie afin de nous permettre de retrouver une vie normale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Otobé. Je rappelle donc que vous êtes médecin de santé publique, secrétaire général du ministère de la Santé. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Nous rappeler une fois encore l'importance de la vaccination et du respect des mesures barrières. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez donc compris, pour lutter contre la pandémie à coronavirus et pouvoir espérer reprendre une vie normale, il faudrait se faire vacciner ses enfants, faire vacciner ses proches et surtout respecter les mesures barrières. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et à cette émission. Et l'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain à la même heure. Bonsoir.